Donc, Subutei, ou en japonais, Sobotei Kawasu Beshi, qui veut dire il faut détruire le Subutei, sous-titre qui a disparu avec la traduction VF qui a gardé juste Subutei, surtout écrit en tout petit. Donc c'est un titre de Kazuhiro Fujita, le papa de Karakuri Circus, Ushotora, Moonlight Act et tout le Black Museum. Donc quasiment tous les titres sont sortis en France. Karakuri chez Meian, Moonlight Act chez Kaze Crunchyroll et toutes les œuvres du Black Museum chez Kiun. Donc c'est un shonen du Shonen Sunday, donc le magazine dans lequel l'auteur a publié tous ses titres, hein, Karakuri Circus, Oshotora et Moonlight Act. Ça a commencé en 2016 au Japon, ça s'est terminé récemment avec une vingtaine de tomes, et donc ça vient de sortir chez nous, aux éditions Mangetsu, dans leur collection Shonen. Voilà, je ne fais pas de bêtises. Donc petit résumé. Le Subutei doit être détruit. Ce manoir légendaire se dresse avec orgueil dans le bourg de Numanakarai, à Tokyo. À l'intérieur, des ténèbres insondables attendent les visiteurs les plus imprudents. Et si par malheur vous y aventurez, vous y risquez de disparaître à tout jamais. Quelle solution face à cette bâtisse maudite? La détruire à tout prix. Donc voilà, Subutei, c'est donc cette histoire où on va avoir un bâtiment assez étrange, et donc le... Ouais, la live, mais pas de numérique. Ouais, je sais, pas de numérique. C'est un peu... J'ai regardé un petit peu avant la live pour être sûr s'il n'y a pas de numérique. Il n'y a pas de numérique, c'est un peu dommage, on va en reparler un tout petit peu plus tard. Donc voilà, c'est un titre donc de Kazuhiro Fujita qui flirte un petit peu avec l'horreur, mais on va en parler aussi un peu plus tard dans ce focus. Donc en fait ça commence avec une histoire qui se passe dans le passé. On va suivre deux garçons qui vont voir leur ami il va avoir un malheur dans le Subutei. Et donc on va les voir plus vieux, qui sont maintenant membres du gouvernement et qui disent le Subutei doit être détruit. Et donc ils envoient l'armée, la marine, les djihad, les G.I. Joe, etc. Ils envoient les Power Rangers, les Avengers, et le Subutei n'arrive pas à être détruit. Pire, il répond aux attaques, il s'auto-défend, etc. Et donc c'est assez particulier. Il y a encore un gros mystère autour de ce truc-là. On ne sait pas encore tout dessus parce que ça a l'air de faire des années que les gens veulent le détruire, qu'ils n'y arrivent pas. C'est une maison hantée, mais on ne sait pas vraiment pourquoi elle est hantée, qu'est-ce qui s'est passé avant. Ça reste un mystère. Voilà, donc c'est le postulat de départ du titre. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors après, quand on connaît un peu l'auteur, il y a beaucoup de choses qui rappellent ses précédentes œuvres. On a quand même des archétypes de personnages assez forts qu'on trouve avant. Par exemple, il y a le personnage principal, donc Tsutomu Takoa, donc grand costaud qui rappelle un peu le héros de Karakuri Circus, et même dans son apparence, il y a quand même un petit peu du héros de Karakuri Circus. Et j'en parlais dans ma vidéo sur, Crescent Moon, il y a un peu ce côté création qui revient dans les œuvres de l'auteur, avec dans Karakuri Circus, on suivait des gens qui manipulaient des marionnettes et donc quelqu'un les créait. Dans Moonlight Act, on était sur un héros qui allait lutter contre des créations, à savoir le personnage de Comte. Dans Crescent Moon, on a Mary Shelley qui va être face un petit peu aux conséquences de son roman Frankenstein. Et là, on est sur un créateur. Un mec qui veut créer des dessins et des histoires pour les enfants. Donc après le personnage de Gecko dans Moonlight Act qui affrontait les personnages des contes de notre enfance, là on a un personnage principal qui veut créer des contes pour les enfants. Une sorte de filiation entre les personnages qui est vraiment très très cool, que j'apprécie énormément. Même s'il est moins impressionnant que Narumi dans Karakuri Circus, il est intéressant. Pareil, on a le personnage de Kuronai Tsuge, qui est censée être la meilleure prêtresse du Japon, qui est un peu envoyée pour éliminer aussi le Subutei, qui est une fille forte, caractérielle, où tu sens, voilà, on est au chapitre 1, tu sens que les deux ils vont finir ensemble avant la fin de la série. Un peu comme Narumi et Shirogane dans Karakuri Circus, un peu comme le héros et sa copine dans Moonlight Act. Tu les vois, tu dis, ok, vous à la fin, vous avez 4 enfants, vous êtes mariés, c'est sûr et certain. Qui alors aussi a des passages vraiment badass, parce qu'elle se bat avec deux espèces de petits katanas et a fait des techniques de prêtresse japonaises qui sont vraiment cool. Il y a le petit garçon qui est un peu le fil conducteur entre elle et Tsutomu, donc parce que c'est lui qui va un petit peu relever sa passion en tant que dessinateur, parce que le héros est un peu 30e dessous parce qu'il n'arrive pas à être réédité, parce que ses dessins sont un peu trop sombres, pas assez enfantins. Elle a un lien avec le petit garçon, et donc ça va être un petit peu comme Narumi, Shirogane et merde, comment il s'appelle, le héros de Karakuri Circus, c'est un peu le fil conducteur, donc le trio de personnages principaux.
Et on a, en plus il y a des moments un petit peu coquins, mais ça c'est l'auteur, il aime bien en faire. Hein. Je le montre rapidement parce que j'ai pas envie de me faire strike par YouTube, mais voilà, il y a un passage ou deux où tu vois l'héroïne en tenue d'Ève et d'Adam, et donc juste pour un rite spirituel. Et on a le quatrième personnage, donc Seichi, qui est celui qui est en couverture, qui a des pouvoirs spéciaux, qui est assez particulier. Il y a un petit mystère autour de lui, et encore une fois, donc le petit garçon qui s'appelle Rokuro Tachiki. Ça va être un peu le fil conducteur parce que ce petit garçon va subir des problèmes à cause du sous-bouteille, et c'est lui dire Hé, tu veux qu'on détruise le sous-bouteille? Et donc ils vont tous les quatre être reliés par ce petit garçon, et donc lutter ensemble. Alors, pas pour protéger le sous-bouteille, parce que moi je pensais vraiment que le titre, on serait sur il faut détruire le sous-bouteille et nous on va le protéger. Pour l'instant, tout le monde a l'air d'être unanime sur le fait qu'il faut détruire le sous-bouteille. Les personnages principaux, comme le gouvernement, moi je pensais vraiment qu'il allait y avoir un truc un peu plus mystique sur le sous-bouteille et eux seraient les locataires qui veulent protéger leur maison. Pour l'instant, c'est un peu mystère, j'ai l'impression que tout le monde va le détruire, mais pas de la même manière, donc j'en sais pas plus. Et alors le personnage ce personnage donc, de Seichi fait beaucoup penser à Ushodotora avec sa sorte de lance qui sort de son corps et la lance. Donc voilà, il y a des passages vraiment stylés. Voilà, je vous montre quelques passages qui dépotent vraiment bien. L'histoire part à 2000 à l'heure. Vraiment, ça commence, on n'a même pas le temps de souffler. T'as les bulldozers qui arrivent, qui détruisent ce bouteille, ça répond, ça va dans tous les sens. À un moment donné, t'as un avion qui apparaît, il dit mais attendez, l'avion il a disparu il y a 45 ans, c'est bizarre ce qu'il y a dedans, c'est pas normal, etc. Enfin, l'auteur il balance tout. Il balance tout. T'as même pas le temps de souffler, t'as pas le temps de réfléchir. Et après, c'est dans les délires qu'il a habituellement de faire. Hein. C'est vraiment de balancer plein d'informations, de créer un univers qui a l'air déjà assez foisonnant et qui, je pense qu'il est déjà en train de mettre des petits indices sur la fin du manga. En plus, c'est ce que j'ai cru comprendre lors d'un live de Mangetsu. Il y a plein d'indices sur la fin du manga, mais c'est comme Kirakuri Circus ou Moonlight Act. Hein. Moonlight Act, au tout début du manga, on suit Gecko et sa copine, enfin son ami d'enfance, et il est tout en train de parler du fait qu'elle a un petit copain et que ouais, c'est son petit copain, il est comme ci, son petit copain, il est comme ça. Quand le petit copain arrive, tu te fais ah ouais, en fait, depuis 30 tomes, tu nous teases ton petit copain, ok, c'est un délire. Donc là, c'est pareil. Je suis sûr qu'on a plein de petits trucs qui sont mis de côté, placés comme ça dès le début, et qui vont prendre du sens dans 10, 15, 20 tomes. En tout cas, voilà, je suis assez confiant par rapport à ça. J'ai hâte d'en découvrir aussi un peu plus sur les personnages. Et alors, voilà, il y a des super scènes d'action. Il y a des doubles pages qui dépotent. Alors, c'est dommage que on n'ait pas d'édition numérique, comme le dit Capsule Manga, parce que là, tu vois, moi ce genre de page, forcément, je la retrouve. Par exemple, il y a cette page, je sais pas cette page-là, je sais pas si je l'avais retrouvée. Et le petit souci, c'est que forcément, ça sera, même si le papier est relativement souple, ça sera quand même coupé par le fait qu'on aura l'image, il y aura la reliure. Donc c'est pas non plus excessivement grave, mais je ne retrouve pas la page. Et en tout cas, ça dépote. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce tome. Mais le manga a l'air ouf, oui, il est complètement fou. Hein. Moi, en termes de dessin. Et alors, attendez, je ne vous ai pas encore montré le meilleur. C'est que, comme je l'ai dit, le manga a un petit côté horrifique. Chose qui est un peu présent dans les œuvres de Kazuhiro Fujita, mais c'est plus dans son style, où il dessine des passages avec des faciès complètement fous. Quand les passages souris, ils font peur. Mais c'est dans son style. Là, il est vraiment sur un truc où le sous-bouteille a quelque chose de mystique, de paranormal, et il joue un petit peu avec l'horrifique. Genre, voilà, t'as une gamine qui apparaît, on lui tient la main et bam, ses bras ils font 4 mètres de long. Alors là, bam, on dirait un holo dans Bleach, ça fait super peur. Voilà, il y a les personnages qui pissent le sang. Voilà, en termes de dessin, là, il se fait plaisir, on est vraiment plus dans l'horrifique. Voilà, première apparition de Seichi, donc le personnage en couverture, où là, il fait vraiment super peur. Et là, tu sens que on dirait une momie qui vient de se réveiller, qui veut te bouffer parce que c'est une goule. Voilà, il y a des petits passages vraiment hyper effrayants. Il y a même des passages qui font limite penser à du Junji Ito. Là, moi, ce passage où tu as le gamin Seichi qui est au milieu de nulle part, qui est au milieu d'une maison et qui a des sortes d'ombres avec des visages qui l'entourent. On se croirait dans une histoire de Junji Ito. Alors, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié ce que le manga propose. C'était vraiment une très bonne lecture. Maintenant, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de l'édition? Parce que je vais prendre un petit peu mon bâton pour taper. Donc pour ceux qui ne se rendent pas compte, mais ce tome-là de sous bouteille est très grand.
il est plus grand qu'un manga classique. Par rapport à Holy Land, c'est beaucoup plus grand. En fait, c'est un format Dragon Ball Perfect. C'est le même format qu'un Perfect, et c'est même le même format que les Karakuri Circus. Voilà, c'est vraiment un grand format, un format entre guillemets perfect. Sauf que c'est un manga en édition, enfin format perfect, mais ça reste un manga classique. Dans le sens où il fait pas comme un Karakuri Circus 300 et quelques pages, c'est pas un papier blanc immaculé comme on l'a pour un Dragon Ball, il n'y a pas les pages couleurs. C'est un manga comme un Holy Land, comme un tome de One Piece en fait, c'est un manga un classique, dans un format certes plus grand. Alors, c'est hyper appréciable d'avoir un grand format pour apprécier les œuvres de l'auteur, mais comme beaucoup de mangaka qui ont une petite patte graphique, c'est toujours hyper agréable d'avoir un grand format pour apprécier les dessins. Maintenant, est-ce que c'était pertinent d'avoir ça? Parce que si dans 5-6 ans, on a une édition parfaite de Sobutei, cette édition, elle aura quoi? Enfin, à part le fait qu'elle aura pas les pages couleurs, elle aura quoi de moins? Enfin, c'est assez bizarre de faire ça. Je comprends la logique de vouloir dire, ouais, on veut proposer le manga dans des pages les plus belles possibles. Enfin, le grand format. Je viens de dire que Tetsuo Hara, l'auteur de Hokuto no Ken, moi je trouve que les dessins de cet auteur-là, on les apprécie encore plus dans un grand format. Moi, les Hokuto no Ken en édition de luxe, là, les gros pavés immenses, je trouve qu'on redécouvre le travail de Tetsuo Hara dans ce grand format. Donc pourquoi pas l'avoir fait pour Keiji et pour Ikuzenoko ou Stennoken? Voilà, donc je trouve que cette... Et en plus, Mangetsu, qui sont un peu les rois de la fabrication, qui sont toujours en train de se vanter, oui, on fait du vernis sélectif, oui, on fait du marquage à chaud, il n'y a rien. Ce bouquin, il a rien. Alors ouais, il a une super il a un super logo, etc. Très bien. Ils ont beaucoup parlé du logo, mais c'est tout. Là, c'est un tome classique. Il n'y a pas un vernis sélectif, il n'y a pas un effet de fabrication, il n'y a pas une page spéciale, il n'y a pas un marquage à chaud. J'ai l'impression qu'on l'a mis en grand format pour justifier un prix de 9,95 €, donc on va dire 10 €, sans proposer une édition numérique. Pour ceux qui voudraient se dire, ouais, je veux lire le manga, mais j'ai une tablette qui fait 3 mètres de haut sur 2 mètres de large, hein, je vise personne en commentaire, et donc je voudrais apprécier encore plus les pages en numérique. C'est un petit peu dommage, parce que j'avoue qu'à 9,95 €, est-ce que j'irai jusqu'au bout? Je sais pas encore, mais c'est vrai que ça fait partie de ces titres où, au bout d'un moment, si mon budget devient ric-rac à cause de l'inflation, les bouquins qui coûtent 10 balles et qui n'ont pas de raison d'être à 10 balles, je risque de les mettre de côté pour les lire plus tard. Land, il y a du bol, la série fait 11 tomes, mais c'est vrai que bon, Land c'est pareil, le titre est très bien, mais est-ce que c'est justifié de sortir un manga à 9,95 €? Même si le premier tome fait quand même 350 pages, les suivants vont être plus petits, s'ils restent à ce prix-là, ça fait un peu chier. Donc là, j'ai pas trop d'explications pour défendre Mangetsu par rapport à ce format-là. Enfin, mis à part voilà, les bouquins. En tout cas, ouais, moi, je sais pas, j'en sais pas plus, mais je continuerai, je dirais, le tome 2 quand il sortira. J'ai hâte de lire la suite parce que ça reste comme une lecture qui est très plaisante. Voir Kazuo Fujita se lancer dans l'horreur pure, même si il y a eu de l'horreur pure avec le Black Museum, mais là on est vraiment sur des passages qui sont quand même beaucoup plus proches de ce que pourrait faire un Junji Ito que ce qu'il faisait avant. En tout cas, j'en reparlerai, c'est sûr et certain, mais c'est vrai que voilà, 9,95 €, je peux comprendre que pour certains, la pilule est dure à passer.